Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission des Chroniques d'Alira. Je suis Jérémy Wauquiez, le président et fondateur d'Alira, et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Chroniques d'Alira. Je suis accompagné de nos chroniqueurs habituels, Cyril, Virgile et Michael, qui est de plus en plus souvent notre guest star invité sur les différentes chroniques. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, Cyril, Virgile et Michael? T'as dit mon nom en premier, je commence. Bonjour à tous, je suis donc Cyril Castagnier, formateur des développeurs depuis maintenant plus de 2 ans et demi chez Alira. Salut tout le monde, moi c'est Virgile, donc je bosse pour un newsletter et tous les contenus décrits pour Alira. Yes. Et Michael, du coup, je suis formateur référent sur la verticale IA au sein d'Alira. Merci beaucoup à tous les trois d'être là pour ces nouvelles chroniques et merci à toutes les personnes qui nous regardent en direct. On a PQ avec nous, tout va bien. Salut à tous, ça fait plaisir de vous voir. On a Rude Boyek, je n'arrive pas à bien prononcer. N'hésitez pas à nous faire coucou dans le chat, ça nous fait toujours plaisir de voir que vous êtes là, fidèles au poste, les jeudis midi. Je vous imagine en train de manger pendant que nous on fait la chronique, c'est toujours un petit plaisir. Allez, premier sujet qui est en fait le troisième sujet, mais on a inversé au dernier moment parce que on s'est donné comme principe de commencer par les sujets un peu moins techniques. Mais on vous a prévu un sujet bien technique, bien techos sur Bitcoin pour du coup le troisième sujet, anciennement premier sujet. Vous allez pouvoir vous régaler. Cyril a passé la nuit à bosser dessus, si j'ai bien compris. Et on va commencer du coup par vous parler du mining de Bitcoin. Ensuite, on fera une partie d'échecs contre ChatGPT. Et finalement, on vous parlera des nouveaux protocoles, d'un nouveau protocole sur Bitcoin qui permet notamment de lutter contre les bots, les spams, et qui permet de créer de la friction dans le monde numérique, mais on y reviendra. Virgile, tu as regardé un petit peu, je crois, de ton côté, un peu une revue de la littérature, de ce qu'on raconte sur le mining de Bitcoin. Alors peut-être pour introduire le sujet, les Cassandres de tout poil passent leur temps à nous expliquer que Bitcoin serait une industrie catastrophique, qui consommerait plus d'énergie que je ne sais pas quel pays, le Luxembourg, les Pays-Bas, ensuite la Belgique, bientôt la France et sans doute un jour les États-Unis. Et d'ailleurs, quand on prend les projections de certains de ces articles qui étaient parus il y a quelques années, on se rend compte qu'au bout de 4 ans, en gros, la consommation de Bitcoin, c'est plus que la consommation de la planète. Donc, il y a effectivement des bonnes raisons de s'inquiéter. Donc, qu'en est-il? Est-ce que Bitcoin est la preuve de travail? C'est une vraie saloperie qui consomme de l'énergie dans un monde qui s'effondre alors qu'il n'y a plus d'énergie nulle part et qu'on en a besoin pour faire des choses plus importantes, comme par exemple planter du blé. Virgile. S'il n'y a plus d'énergie nulle part, alors il n'y a jamais eu autant de production d'énergie qu'aujourd'hui. Mais avant de parler du mining de Bitcoin, faut d'abord fixer les bases sur la façon dont l'industrie de l'énergie fonctionne. C'est-à-dire que de base, dans l'industrie de l'énergie en général, dès qu'on produit de l'énergie, elle doit être consommée immédiatement, sinon elle est perdue. Et la deuxième chose à savoir... Tu parles de l'électricité là, enfin, on est d'accord. Hein, ouais, y a d'autres énergies qui pourraient se stocker. Par exemple, la chaleur, les hauteurs, enfin bref. Effectivement, il faut que ce soit en temps réel, produit autant que consommé. Ouais, et puis surtout, il y a toujours plus, d'électricité qui est produite qu'elle n'est consommée. Là, en gros, on doit être à 66% de la capacité totale, en sachant que le montant d'électricité est absolument gigantesque à travers le monde. Et au final, il y en a facilement un tiers qu'on n'utilise pas. Donc forcément, vu qu'il y a... Comment c'est possible qu'on n'utilise pas? Parce que nous, on a cette. Enfin, tu vois, moi, quand je veux dire, par exemple en France, je me fais un peu l'avocat du diable. En France, là, l'année dernière, on a eu des espèces de craintes pour savoir si ou pas on allait passer une partie de l'hiver dans le noir et dans le froid. Cet hiver, ça a été un peu mieux, mais je me souviens de l'hiver précédent où on avait, je sais plus qui là, c'était pas Météo France, mais Enedis qui avait fait un curseur vert, orange, rouge. Et quand c'était rouge, globalement, il fallait pas faire sa machine à laver, quoi, parce que sinon, tu faisais sauter les ponts dans tout le pays. Ça se comprend. Comment c'est possible qu'il y ait un tiers d'électricité qui soit pas utilisée?
Bah, là, c'est surtout parce que, enfin, en fait, on imagine que tout, enfin, ce qu'on appelle la grille énergétique, c'est-à-dire toute l'électricité à travers le monde, bah, on estime que tout le monde peut refiler l'énergie à n'importe quel acteur, sauf que c'est pas vrai du tout. En fait, il y a plein d'endroits où c'est extrêmement mal raccordé, voire Ouais. des endroits dans le monde où c'est absolument pas raccordé du tout parce que en termes de logistique, c'est beaucoup trop difficile. En tout cas, avec les moyens actuels, on n'y arrive pas. Donc finalement, enfin, il y a quand même plein d'endroits à travers le monde où, il y a des poches d'électricité qui existent, mais qui sont pas du tout exploitées et qui sont limite en train de tourner à vide finalement, le vrai désastre, il est là. C'est qu'il y a pas c'est qu'on n'utilise pas assez l'électricité pour tout ce qu'on produit et c'est là où le minage de bitcoin est intéressant parce que, en vrai, je pense qu'il y a quasiment aucune autre industrie dans l'histoire de l'énergie où tu as des acteurs qui viennent voir les fournisseurs d'électricité eux-mêmes, qui viennent directement chez eux et qui proposent justement d'utiliser l'énergie qu'ils ont en excès pour pouvoir miner du bitcoin. Et alors, finalement, pour ce qui est de la consommation énergétique de Bitcoin, c'est une fausse idée du début à la fin parce que, Bitcoin ne fait qu'optimiser la production d'énergie. Bah, exactement de la même façon qu'un Too Good To Go pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Ça, c'est le Too Good To Go de l'électricité, en fait, Bitcoin. C'est, Moi, il y a un truc que j'aime, enfin, tu vois, j'aime beaucoup l'approche que tu prends. Et pour généraliser, je trouve qu'un truc qui est souvent mal compris, effectivement, dans les médias quand on parle de minage de Bitcoin, c'est que, en fait, les mineurs, là, on parle de Too Good To Go, moi, j'aime bien prendre l'image des éboueurs, parce que c'est un peu ça. Les mineurs, c'est les éboueurs de la capacité de production d'électricité. C'est-à-dire que, euh, par construction économique, pour qu'un mineur soit rentable, il faut qu'il ait une électricité peu chère. En gros, les mineurs, ils vont chercher une électricité qui est entre 5 et 8 centimes du kilowattheure. En France, aujourd'hui, on la paye 22, je crois, un truc comme ça, 22, entre 22 et 24, en fonction des tarifications que vous avez, mais les particuliers, on est entre 22 et 24. Et dans un marché où les prix sont fixés librement, bon, alors pour l'électricité, c'est partiel, mais gardons cette approximation pour l'instant. Dans un marché où les prix sont fixés librement, le prix, ça sert à déterminer à quel point l'objet est valable à un endroit et à un instant donné. Donc en fait, quand on dit que les mineurs vont chercher de l'électricité qui est peu chère, ce qu'on dit, c'est qu'ils vont chercher de l'électricité qui est peu valable, qui ne sert à rien, qui n'est pas valorisée à faire autre chose. Parce qu'en fait, n'importe quel autre usage résidentiel, industriel, qui est prêt à payer plus que 5 ou 8 centimes du kilowattheure, bah, le mineur, il est plus rentable, il part et il va à un autre endroit où l'électricité n'est pas utilisée et où donc des gens, des producteurs d'électricité, sont prêts à la vendre pour 5, parce qu'il vaut mieux la vendre pour 5 que pour 0. Et j'irai même un cran plus loin. Quand on regarde notamment des analyses qui sont issues de l'ami Alexandre Sachenko, il nous montre que en fait, le minage de Bitcoin permet de rentabiliser des opérations qui sans elles ne le seraient pas. Et je pense, alors évidemment, au torchère, dont on a beaucoup parlé. Hein, donc vous savez que c'est ces échappements de méthane qui sortent des plateformes pétrolières et qui, plutôt que d'être brûlés, d'ailleurs, il n'y a qu'une partie qui est brûlée en vrai, il y a aussi toute une partie qui s'échappe directement, et on sait du méthane, c'est 20 fois le gaz à effet, c'est 20 fois la puissance de gaz à effet de serre que le CO2. Donc plutôt que de le laisser s'échapper, en fait, on l'utilise pour produire l'électricité, pour produire du Bitcoin, et on s'en fout d'avoir un coût d'électricité, enfin d'avoir une électricité qui est pas rentable, ou dans un endroit où elle sert à rien parce qu'on est sur une plateforme pétrolière, parce qu'on a ces mineurs de Bitcoin qui peuvent la rentabiliser. Première exploitation. Deuxième exploitation, les décharges publiques en France. On a des dizaines de milliers de décharges publiques partout qui produisent du méthane qui est un gaz à effet de serre qui est encore une fois très puissant. Là encore, on pourrait rentabiliser le captage de ce méthane dans les installations directement à travers du minage de Bitcoin. Voilà, petite parenthèse. Est-ce que tu avais regardé du côté des chiffres? Parce que je sais qu'il y a des batailles de chiffres au niveau des différentes études qui existent. alors, Oui, nous on est 50% vert. Non, c'est alors pas 50%.
Alors Est-ce que c'est des j'étais, exemples? honnêtement, j'étais comme toi, Jérémy. Au départ, j'étais très chaud pour examiner toutes les stats concernant la part d'énergie renouvelable utilisée dans Bitcoin et au fil des recherches, j'ai fini par abandonner parce que c'est extrêmement difficile d'avoir des évaluations qui sont à la fois, qui sont à la fois Fiable. représentatives et transparentes. Parce que, juste pour donner un exemple, Bitcoin Mining Council, il prétend que plus de la moitié de l'énergie utilisée par Bitcoin est écologique. Ce problème, c'est que Bitcoin Mining Council, bah, c'est que des personnalités qui sont lourdement investies dans Bitcoin et qui ont pas intérêt à aller contre leurs investissements. Et en même temps, si tu veux, il y a des études qui sont faites ici et là pour vraiment déterminer la part totale. Il me semble que, enfin, ouais, des fois, ça oscille entre 20 et 40%. Mais après, en termes de représentativité, c'est extrêmement difficile. Donc, mais une chose qui est certaine, c'est que la part d'énergie renouvelable est vraiment considérable. Là, Mmh. les exemples qu'on peut citer le plus souvent, c'est le minage dans les barrages hydroélectriques, en particulier à l'époque de la saison des pluies en Chine, il y avait énormément de mineurs qui allaient là-bas. Et puis aussi, il y a des poches, enfin, il y a des poches d'énergie qui sont inexploitées. Et notamment, bah, Jérémy, tu viens de le dire, dans les torchères, il y avait même des études sur la géothermie, même si on n'a plus vraiment d'actu de ce point de vue-là. Mais en tout cas, il y a des vrais efforts de la part des mineurs pour maximiser la part écologique de Bitcoin. Ouais, là, ce qu'on regarde d'après Mining Bitcoin Council, alors effectivement, tu fais bien de le dire, c'est euh, ils sont en conflit d'intérêts évident puisque c'est les acteurs du minage. Donc voilà. Mais le problème en fait, c'est que on ne peut avoir des données, enfin, c'est impossible d'avoir des données non biaisées dans cette histoire parce que c'est soit les acteurs du minage qui les mettent à disposition, soit des gens qui expliquent par principe que c'est une catastrophe mondiale et qui donc vont faire l'inverse, c'est-à-dire noircir le tableau. Et vu que de toute façon, c'est des ordinateurs qui sont branchés à Internet, pour savoir où ils sont sur Internet, en général, il faut se lever de bonne heure, quoi. Mmh. Donc en tout cas, eux, le bilan que fait le secteur de sa propre activité, c'est qu'on est à 52% d'énergie renouvelable. Voilà. Ouais, bah, après 52, ouais, bah, franchement, si on serait à 25% d'énergie verte, ce serait déjà une grosse victoire parce que c'est déjà une part beaucoup plus importante beaucoup d'industries qui exploitent massivement de l'énergie. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril et Michael, de tout ça? Vas-y, Mika, vas-y. Ouais, bah, je pense effectivement. Alors sur les chiffres, je reviendrai pas dessus parce que le syndicat, la police, un chiffre, Ouais, c'est en un fonction de comment il est présenté, on peut lui faire dire tout et son contraire. Moi, ce que je pense, honnêtement, c'est que euh, le mining de Bitcoin, c'est dans son intérêt de s'orienter vers des démarches les moins polluantes possibles. Euh, Parce que si on exploite en fait des énergies qui ne sont pas renouvelables, de fait, on met une espèce d'épée de Damoclès sur bah, justement la pérennité du réseau. Parce que bah, vu que c'est pas renouvelable, à un moment, il y a une fin. Hein. Donc autant anticiper cette fin le plus possible. Ensuite, effectivement, la partie écologique, souvent, c'est un peu un mot valise, c'est un peu un fourre-tout. Parce qu'une éolienne, par exemple, il faut la fabriquer, l'éolienne. C'est de l'acier, c'est de la maintenance, c'est des trucs qui cassent, c'est des trucs à alimenter. L'éolienne, elle tourne pas toute seule, il faut une aide électrique. Les panneaux photovoltaïques, ce qu'il y a là-dedans, c'est pas le plus écolo du monde. Donc, je trouve que c'est beaucoup de la com et de la politique. Pour beaucoup, d'ailleurs, je crois qu'il y a PQ qui disait qu'effectivement l'énergie verte c'est juste de la politique. Alors, je serais un peu moins sur du 100%, 0%, mais effectivement c'est beaucoup de la politique et de l'image. Mais pour moi, Bitcoin et le mining de Bitcoin apporte sa pierre à l'édifice sur le fait de rendre notre monde
un peu moins, on va dire, taxant sur l'énergie dite non renouvelable, justement. Moi, je Donc, trouve j'ai que envie de dire pourquoi pas. ouais, je suis entièrement d'accord. Et je trouve que le bon point de comparaison, si on veut comparer la consommation énergétique de Bitcoin à quelque chose, en fait, c'est l'or. Parce que la vraie fonction que vient remplacer Bitcoin, c'est l'or. C'est ça vraiment le gros cas d'usage de Bitcoin. Et l'or, enfin, les gens qui s'intéressent un peu à l'industrie de l'or, c'est une putain de saloperie, hein, l'extraction de l'or. Ça nécessite de balancer des quantités de mercure industriel dans l'environnement. Le mercure, c'est pas c'est pas l'élément du tableau périodique le plus sympathique. Et là, quand on regarde sur le graphe qui est produit à nouveau par nos amis mineurs, donc même si c'est pas 52, même s'ils ont été, admettons qu'ils ont été trop optimistes, tu vois, et qu'en fait, Ouais, je sais voilà. pas, genre c'est moitié moins ou c'est un tiers moins, j'en sais rien. Reste que l'industrie de l'or, on est à 12% d'énergie renouvelable. Et qu'en plus de ça, plus tous les autres désagréments qui sont produits par cette industrie, notamment les pollutions liées à l'usage du mercure. Donc voilà, enfin, je pense qu'il faut regarder à quoi on compare aussi, en fait. C'est ça. Je sais que tu voulais évoquer à un moment les smart grids, Michael, et j'allais te Ouais. rejoindre sur un truc, et vous proposer une vision d'un avenir intéressant. On est en France, 2054. Un président se dit tiens, le Bitcoin c'est quand même super. Et puis Cyril Plaisir. 2054. On est en capacité de produire aussi des centrales nucléaires à foison en une semaine. Ce n'est pas possible. Mais c'est un monde EELV a idéal. été mis à la retraite. C'est un monde idéal. En fait, on peut très bien comprendre que aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de créer 1 million de centrales nucléaires pour avoir de l'énergie pas chère? C'est que juste, on ne sait pas stocker l'électricité. Donc, du coup, ce qu'on a intérêt à faire, c'est avoir une majorité de l'énergie en nucléaire, donc on est à 80% aujourd'hui, et d'avoir un 20% qui est en tampon sur plein d'autres types d'énergie qui sont beaucoup plus contrôlables. On ne s'amuse pas à ouvrir et fermer des canaux nucléaires tous les jours. Mais dans un monde futur, pourquoi pas en fait avoir 100% de l'énergie en nucléaire, qui est quand même l'une des énergies les plus décarbonées et les plus stables dans le temps. Donc pourquoi pas essayer d'imaginer un monde où on est capable de faire 50 centrales nucléaires pour alimenter la France. Et en fait, comment on ferait pour l'énergie qu'on a fait en trop? On l'utilise juste dans Bitcoin et on crée de la valeur. Donc on peut imaginer un monde dans lequel en fait juste Bitcoin, ça devient notre moyen de tampon de notre énergie. Et c'est notamment ce qui commence à être fait, notamment au Salvador avec les surplus. Et c'est aussi la volonté de pas mal aujourd'hui de grands consortiums industriels de l'énergie, c'est essayer de créer plus. Mais du coup, quand avant on avait un problème de stockage de l'énergie, là le stockage de l'énergie, en fait, c'est du stockage de valeur avec du coup l'énergie qui est transformée en valeur grâce à Bitcoin. Donc il y a ce côté qui est assez intéressant de se dire, Bitcoin, finalement, c'est non pas juste une galère énergétique, mais en fait, c'est une solution qui nous permet d'envisager une énergie qui est beaucoup plus simple à produire en plus grande quantité pour pouvoir profiter à tous et non pas juste, par exemple, aux pays occidentaux ou à des gens qui sont bien placés. Donc, c'est aussi un moyen assez démocratique de faire de l'énergie. Évidemment, c'est un monde idéal. C'est un monde idéal dans lequel les États prennent à bras le corps la question Bitcoin, comme peut être la question des autres énergies et de l'or, par exemple. Et encore une fois, c'est aussi ne pas prendre en considération quand même l'hérésie écologique que c'est que la création de cartes graphiques pour pouvoir faire du Bitcoin, d'ASICS pour pouvoir faire du Bitcoin, et ce genre de choses. Mais il n'empêche qu'il y a une idéation de ce que pourrait être justement le fait de pouvoir créer de la valeur à partir de l'énergie grâce à Bitcoin. Et donc, du coup, stocker l'énergie, pas possible. Stocker de la valeur, là, par contre, c'est beaucoup plus envisageable. Donc, il y a un truc qui est cool là-dessus. Pardon. Non, mais c'était juste pour dire, j'aime bien ton idée un peu de Bitcoin comme réseau de délestage. Ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Après, Cyril, tu as soulevé un point intéressant, c'est que effectivement, il y a les déchets électroniques à prendre en compte, et ça ne m'étonnerait pas qu'on taille Bitcoin là-dessus, parce que en vrai, les machines de minage, c'est quand même du matériel spécialisé qu'il faut entretenir et
et qu'on doit acheter une fois qu'il a rendu l'âme, tout simplement. Mais après, ouais, on a déjà eu des stats là-dessus qui remontent à 2022 où en gros les mineurs de Bitcoin produisent 30 700 tonnes de déchets électroniques en un an. Et ça m'étonnerait pas qu'on les taille là-dessus, mais encore une fois, c'est comment dire, c'est la paille et la poutre. C'est-à-dire que ok, 30 000, 70 tonnes par an, ça fait beaucoup, mais c'est absolument négligeable par rapport à toutes les autres industries qui font Les qui déchets font de l'or. énormément plus de déchets électroniques et qui en plus sont très peu recyclés. Ouais, bien sûr, mais du coup, c'est quand même une problématique qui existe et tu vois, je sais qu'on a déjà parlé avec Jérémy sur le côté, en fait, c'est du matériel qui peut se passer d'industrie en industrie, machin. Sauf qu'en fait, avec les ASICs aujourd'hui, c'est aussi difficile d'envisager ça. Donc bon. Mais en tout cas, il y a un truc sur à quel point Bitcoin peut être utile, en fait. Et je sors pas ça de mon cerveau, hein. Sachenko en parle, Gouspio en parle. Donc, Ce fameux truc de chaque bitcoin qui est miné, au final, c'est une petite capsule énergétique. Effectivement, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans le discours, effectivement, des mineurs ou des personnes qui sont dans l'écosystème et qui connaissent bien l'écosystème Bitcoin. Hein. Et les gens qui connaissent cet écosystème et qui ont compris en fait comment Bitcoin fonctionne et ce à quoi il sert, ont aussi compris qu'en fait le fait que Bitcoin encapsule de l'énergie et nécessite de l'énergie pour fonctionner, en fait c'est la garantie du fait que c'est une réserve de valeur auto-souveraine, une réserve de valeur souveraine et qui ne dépend de la souveraineté d'aucun État, d'aucune organisation, qui n'est contrôlée par personne. En fait, c'est pas de l'énergie qu'on dépense pour se faire plaisir, c'est de l'énergie qu'on dépense pour avoir un moyen d'échange fiable à l'échelle de l'humanité. C'est quand même pas rien, quoi. C'est une bonne charge utile. C'est quand même pas rien. Sachant que l'alternative, c'est transporter des lingots d'or ou faire des transferts de dollars, ce qui est, en termes de moyens fiables, on en reparlera, quoi. C'était un point, on a reçu Michel Kazaka hier chez Alira. C'est un point qui revient aussi sur la comparaison avec l'industrie de ce que c'est que la monnaie aujourd'hui. Et typiquement, la monnaie aujourd'hui, c'est dans les banques. Mais dans les banques, en fait, il faut alimenter tout le réseau, donc l'ensemble des personnes qui travaillent, donc l'ensemble des personnes qui doivent se déplacer, l'ensemble des ordinateurs qui doivent tourner pour pouvoir subvenir aux besoins de faire des PowerPoint de toutes les personnes qui sont dedans. C'est le fait de devoir acheminer, par exemple, les espèces d'un distributeur à un autre, machin. C'est la climatisation qui doit tourner dans les boutiques. Bref, en fait, c'est aussi toute une industrie qui consomme énormément, auquel on ne s'en rend même plus spécialement compte parce que ça fait partie du quotidien, ça fait partie de ce que l'on voit au jour le jour sans se dire « Oh, c'est bizarre », mais en fait, c'est aussi de la consommation électrique et c'est aussi en fait une chose qui, si on peut s'en passer, ça serait pas mal. Et je sais que la conclusion d'un dossier de recherche entre la consommation de Bitcoin et la consommation du système bancaire pour la monnaie, en fait, est avantageuse pour Bitcoin. Et encore une fois, c'est une vision d'un Bitcoiner. Donc, Ok, allez, je vous propose de passer au sujet suivant. Alors, le sujet suivant, on a décidé de faire une petite prise de risque sur le sujet suivant. Mais c'est pas grave, on assume notre prise de risque. Et on va... Ouais, on va s'amuser un peu. En fait, on va jouer aux échecs contre ChatGPT. Alors, je sais pas votre niveau en échecs dans le chat. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que quelqu'un sait jouer aux échecs dans le chat déjà? Ça nous aiderait parce que je crois qu'au niveau de l'équipe, moi je suis un joueur de Go. Donc c'est un autre jeu, c'est le jeu 19 par 19. Je m'en sors pas trop mal. Enfin, j'ai un niveau intermédiaire, quoi. Par contre, aux échecs, je pense que je suis nul à chier. Donc, je crois que Cyril joue un peu. Je joue un peu, ouais. Et alors, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à faire ça? En vrai, c'est un prétexte pour illustrer un truc. Je vous invite à aller jeter un œil, après évidemment cette chronique, à aller jeter un œil sur cette vidéo de Monsieur Phi qui fait de la vulgarisation dans le secteur de la philosophie d'habitude, mais qui là s'est aventuré un peu sur la question des LLM, qui a une analyse qui est très intéressante de la question des LLM et de l'informatique. Initialement, je repose le débat. Quand les LLM sont sortis, tout un tas de vulgarisateurs et de personnes bien informées ont rappelé à raison que les LLM avaient pour but qu'à la base, c'était des prédicteurs de texte, c'était des compléteurs de texte fondamentalement, et que donc c'était des modèles qu'on avait entraînés à compléter un texte avec ce qui était le plus probable après les éléments qu'il avait déjà dans le début de son texte.
Et que donc, à partir du moment où c'est des compléteurs de texte, il n'y a aucune raison d'imaginer que ce qu'ils nous donnent soit dans le domaine du vrai, dans le domaine de l'exact, dans le domaine du pertinent, mais qu'à la place, ce soit plutôt dans le domaine du vraisemblable, du plausible, du probable. Et en fait, la différence, elle est assez marquée entre les deux, et on a pu s'amuser dans les premières, maintenant ça marche un peu moins bien, mais au début, on pouvait s'amuser à faire dire à peu près n'importe quoi à ChatGPT, et il s'en rendait pas compte, et il pouvait vous affirmer avec énormément d'assurance que des trucs étaient complètement faux, et donc c'était assez amusant. Et donc on s'est arrêté là, et a été mis à jour, alors notamment dans cette vidéo, mais donc c'est une vidéo qui fait suite à des articles de recherche qui ont été publiés sur le fait que, en fait, ChatGPT, alors notamment dans sa version 3.5 Turbo Exe, parce qu'en fait, en fonction de la manière dont ils sont fine-tunés, les LLM sont plus ou moins bons aux échecs, parce qu'ils ne sont pas optimisés pour jouer aux échecs. Là, au stade de ma discussion, vous vous dites peut-être, mais pourquoi est-ce que Jérémy décide de jouer aux échecs contre un programme informatique? Tout le monde sait que les programmes informatiques sont bien meilleurs aux échecs que les humains. Oui, mais pas les LLM. Parce que, encore une fois, c'est un modèle de langage, c'est pas du tout un programme qui a été conçu pour jouer aux échecs, en fait. Le fait qu'il joue aux échecs relève d'un petit miracle. Et donc, a été mis à jour le fait que ce ChatGPT 3.5, en fait, avait un Elo de 1800, ce qui correspond à un joueur de club d'un plutôt bon niveau. Enfin, c'est pas un niveau grand maître, hein, mais je pense que c'est plus que nous tous, et à mon avis, c'est plus que nous tous réunis aussi. Et peut-être que c'est plus que tout le monde dans le chat, on va voir. On va le découvrir ensemble. Plus surprenant aussi, en fait, quand on met des sondes dans le réseau de neurones pour voir un peu, entre guillemets, comment il se représente ce qu'il a besoin de se représenter, on voit émerger, émerger, c'est ça, de ces sondes, en fait, quelque chose de l'ordre d'une représentation du jeu. 1800, c'est la loose, je confirme. C'est pas tant la loose que ça, 1800 Elo. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire... Et oui, dernière chose en guise d'introduction. Il a dit c'est loose. C'est loose pour nous, je pense que c'était ça qu'il voulait dire. Ah oui. Effectivement. Ouais, pour préciser, 1800 Elo, ça doit faire facilement 20%. Enfin, ça veut dire on fait partie à peu près des 20% des meilleurs joueurs, entre guillemets. C'est pas mal quand même. Donc ça se tient, franchement. Et la dernière chose, c'est comment on fait pour faire jouer l'ami ChatGPT aux échecs le mieux possible. En fait, c'est ça aussi qui est rigolo, c'est dans le prompt engineering. En fait, on pourrait être tenté de lui dire, vas-y, joue aux échecs, tu représentes un joueur qui joue très très bien, joue aux échecs, voici le coup que je joue et choisis le coup suivant. Et en fait, comme c'est un compléteur de texte à nouveau, la méthode qui marche bien, c'est de lui mettre le début d'un fichier de notation. En fait, les fichiers de notation d'échecs, ils sont stéréotypés, on appelle ça des fichiers PGN. Et donc, c'est des fichiers de texte, en fait, qui permettent aux différents programmes qui sont aux échecs de noter les parties entre eux. Et en fait, c'est du texte. Et donc, ce qui marche le mieux, c'est de commencer le prompt par un en-tête typique de ce genre de fichier. Donc là, le nom de l'événement, le lieu où il a eu lieu, la date, le round dans le tournoi, qui joue les blancs, qui joue les noirs, le résultat de la partie, et ici, le premier coup. Et donc ensuite, je lui ai mis continue la partie en jouant le coup suivant. Et du coup, je vous propose de jouer cette partie. Donc moi, je suis à droite. On a dit que j'ai joué E3, E4. Donc c'est ça, E4. Clac. Voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait non, c'est un coup classique. Très bien, merci. Je me sens bien. Une réponse en C5. Alors C5, c'est ici. Tchac. Donc, je vais lui répondre très bien. On répond quoi, nous? C5, moi, je propose de faire un D3. Comme ça. Très bien. Je pense que si le chat, quelqu'un joue aux échecs, il y a des meilleurs joueurs d'échecs que moi dans le chat. À mon avis, c'est pas dur. Tu viens de te bloquer le fou, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ah ouais, fuck. T'inquiète. Ça va le perturber, justement, c'est fait exprès. J'essaie de l'embrouiller. D6. D6, ok, très bien. Donc D6, c'est où? C'est là. Tchac. Ok, vas-y, je sors la reine. Moi, je pense qu'il faut sortir la reine, là. Par contre, c'est très intéressant, parce qu'au moins, il est capable d'expliquer ce qu'il fait. Pour apprendre, par exemple, ça peut être une bonne technique aussi. Notamment le fou, il t'explique les coups, il y a un côté incroyable quand même. Donc la reine, moi je vais mettre ma reine ici en G4.
Et donc, alors la notation pour ça, je pense que ça doit être. Mais non, mais pourquoi? Pourquoi? Non, c'est pas bien? Bah, tu donnes ta reine au fou Tu te fais adverse. bouffer Non, instant tu te par le fou. Hein. Alors attends, non, vas-y, on fait pas ça. En F3. Ça se trouve, il l'aurait pas vu. Hein. Ah, bah ça va être intéressant, on va tester. Non, attends, non, mais le chat me dit non, on va pas jouer comme des débiles. Je la mets là, F3. Vas-y. Ok, donc. On va essayer de faire en sorte que cette partie Je dure pense moins que de 20 minutes. ça se note Q F3 parce que c'est Queen F3. Ah, D F3. Bon, ok, il est sur une notation un peu différente. Il répondrait 3 C F3. Alors C F6, 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 c'est où? C'est là. Et C, c'est quoi? C'est chevalier, c'est ça. Attends. Ouais, le coup est pas fou. Hein. Ouais, c'est aussi ça. Ok, alors on fait quoi à partir de là? T'es doublement couvert sur ton pion. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On sort le chevalier, nous aussi, là? On dit cavalier. Qu'est-ce qu'on peut On dit faire? chevalier. Je suis perdu. Vas-y, ouais, cavalier, je le mettrai en A3. En histoire de A3? commencer à développer un petit peu, ouais, côté gauche. Ah ouais, ok. Ok, vas-y. Donc, cavalier en A3, C. Ça fait plaisir, ouais, cavalier. Parce qu'on va rendre fou des gens. Cyril il prend les manettes. On appelle Cyril à prendre les manettes là, dans le chat. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Cavalier en C6. Hein? Mais ah oui, d'accord, ok. C6, 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 c'est où? Pourquoi pas, là. hein. Ouais, vas-y, tac, ok, donc il joue ça. Ouais, il faut aller for the kill là. Si, là, c'est pas bien là. En C, le cavalier en C4 là. Après, Vas-y. Après, il dit que ça met la pression sur ton E4, mais ouais. Non, mais le E4, depuis tout à l'heure, il imagine une pression qui n'existe pas, donc c'est ça. ok. C'est ok. En vrai, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de pression, t'inquiète pas. C4, justement, il raconte n'importe quoi. C en C4. Après, il y a vite fait, il y a une pression avec le chevalier qui est là, non? Ah, mais t'es Non. double couvert en fait. Ouais. D'ailleurs, tu le bouffes avec ton pion, terminado quoi. Et tu lui as bouffé un cavalier contre un pion. Et donc là, t'es contre. Je vois que c'est contre GPT-4 que t'es en train de jouer. Ouais. Ok. Parce que tu disais pas que c'était le modèle précis, c'était le GPT 3.5 Turbo. Si, Turbo XD, mais quand j'ai fait des tests il y a 2 jours, j'ai pas réussi à le faire aussi bien marcher parce que je crois que ma licence permettait pas de l'exploiter de la même manière. Et donc effectivement, le plus performant, c'est un autre modèle qui est fine-tuné un peu différemment. Donc là, j'ai pris ChatGPT 4 pour tester. Et ce ChatGPT 4 explique les coups, ce que l'autre ne faisait pas. Donc il va jouer E6. Alors E6, 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 ça nous amène où? C'est un pion. C'est un pion. Ok, d'accord, vas-y. Donc, pourquoi il fait ça? Donc, quand même, essayons de réfléchir un instant. C'est marrant parce qu'il te libère complètement la place en D6. Là, ici, pas vraiment, parce qu'il y a le fou. En plus, là, tu peux bouffer son pion, le pion où t'es avec ton cavalier. Et tu le fous en échec en plus. Non, parce que derrière, t'as quand même. Oui, mais derrière, tu peux foutre une sacrée merde en fait. Non, parce que tu le fais bouffer ton cavalier et tu lui fais sortir son fou, donc c'est trop bien pour lui. Je peux le tester, on va voir s'il le prend. Bon, il va le prendre, mais il est pas débile. Tu penses? C'est obvious. Allez, on peut faire exprès. Vas-y, on fait exprès, comme ça fait terminer la partie. En D6, tac. Donc je lui dis cavalier en D6. Alors, merde, il y avait PQ qui me faisait une suggestion là. Dame en F4 pour couvrir notre cavalier sur le move. Dame. Ouais, c'est un peu ce que j'étais en train de réfléchir, mais en fait, le problème de dame en F4. Ah ouais, j'avoue. Derrière, s'il bouffe vraiment, c'est toi qui as risque. Et derrière, tu te fais bouffer ta dame par sa dame, en fait. Donc, à 3 coups, en fait, tu te fais casser ta dame et c'est fini ta partie. Ok. Il va capturer avec FX D6. FX D6. Attends, fou en D6. Oui, bah c'est ça, il prend. Ouais, c'est le fou. Hein. Ouais. Tac, ok.
Donc du coup, bah, on est cassé. Hein. Globalement, c'est finito la partie. Non, c'est pas finito. On peut lui mettre la pression en mettant cavalier en F4. Enfin, pas cavalier, fou en F4. En gros, tu essaies de viser son propre fou, soit il recule, soit il y va. Ah ouais, ici, là, Et... comme ça. Donc, fou en F4. Ouais, c'est complètement cohérent comment ils jouent. Mais ce qui est intéressant aussi à dire là-dessus, c'est que en fait, les LLM, ils ont vachement progressé sur leur capacité à comprendre en fait une partie sur le long terme et donc à avoir de la mémoire qui est stable dans le temps. Ouais, c'est ouf. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très notable. C'est qu'en plus de pouvoir maintenant faire acte de réflexion par rapport à des cas qu'il connaît, il est capable en même temps de retenir un state qui est pas très compliqué. Hein. Le state des échecs, il est pas excessivement complexe, mais c'est quand même assez intéressant de ce point de vue-là. E5, c'est le pion, c'est ça. Hein, c'est ça. Ouais, et pour compléter ce que tu dis, ce qui est rigolo aussi, c'est que si tu lui mets un début de partie qui est un peu merdique, genre avec des coups aléatoires, et que tu lui dis continue la partie, après il joue n'importe comment, parce qu'en fait, encore une fois, il essaie de prédire ce qui est le plus probable pour une suite de parties qui a commencé n'importe comment. Donc, et par contre, si tu lui donnes une partie qui commence très bien, et ben là il joue très bien, parce qu'il essaie de prédire une partie où les gens jouent bien. C'est assez ouf, quoi. Après, faut bien comprendre que ça, il n'a pas une compréhension des règles d'échecs. C'est plus un effet de bord en fait de son entraînement. Au final, mais ça, en fait, c'est ça à quel moment, c'est là où je trouve que ça vrille un peu le cerveau quand même. C'est à quel moment est-ce qu'on se dit, ok, en fait, c'est juste un perroquet stochastique. La vidéo sur ChatGPT, c'est ça le sujet en fait. Est-ce que c'est un perroquet stochastique, c'est-à-dire il répète des trucs sans rien comprendre, ou quand même, putain, merde, en fait, il est quand même en train de jouer aux échecs à un Hello 1800. À quel moment est-ce qu'on peut qualifier ça de compréhension, quoi? Non, parce qu'en fait, là où tu pourrais dire ça, c'est s'il avait conscience de la chose et s'il prenait l'initiative. Il prend pas l'initiative et au départ, en fait, tu l'as entre guillemets formaté pour qu'il le fasse. Ouais. Il n'y a pas de prise d'initiative ou de conscience de ce qu'il est en train de faire. Donc, pour lui, là, il n'est pas conscient, par exemple, qu'il est en train de jouer aux échecs, à proprement parler. C'est sûr, mais il joue aux échecs. Ah, il joue. Et par exemple, moi, j'avais joué avec lui, justement, aussi. À un moment, il essaye de roquer, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Il y a des coups illégaux. Il y a des coups illégaux, effectivement. Ouais. Parfois, donc, il n'a pas conscience de ce qu'il fait, mais de par son entraînement et de ce qu'il a bouffé comme texte, bah, en fait, il va se dire, ok, dans cette condition-là, je l'ai déjà vu plusieurs fois dans des parties, dans des machins et tout. Bon, bah, ça me paraît probable. Mais il fait peut-être un coup à la con parce que ça n'a rien à voir, quoi. C'est ça, c'est ça. On peut peut-être faire un dernier coup, puis après on passera au sujet suivant parce que. Et c'est là où en fait il a besoin de se rappeler le contexte. Et il te le rappelle d'ailleurs dans les réponses. Ouais, tout à fait. Il est obligé de se rappeler constamment de la chose pour se remettre en condition de. Donc en fait, il n'a pas vraiment conscience de ce qu'il fait, quoi. Tout à fait. On passe au sujet suivant ou on perd cette partie? Quoi? On passe au sujet suivant ou on perd cette partie? Attends, un dernier coup, je prends le pion? Non, c'est une connerie. Oui, c'est une connerie. Ah oui, non, c'est monumental comme. Non, par contre, ce que tu peux faire, qui peut être assez intéressant, c'est commencer à libérer ton fou que tu avais bloqué tour 2. Et donc, du coup, jouer D4, histoire de pouvoir commencer à t'amuser avec ton fou. Ça, là? Ouais. En tout cas, il y a excellente suggestion de la part de Here for a Coffee qui dit perso, je prompterai avec des screenshots. Mais je suis même pas sûr que sur les screenshots, il comprendrait mieux ce qu'il voit. Parce qu'en fait, lui, il est pro en texte. En fait, il comprend pas l'image. C'est derrière. En fait, c'est là où des fois les gens ils confondent. C'est pas GPT derrière qui va analyser l'image. Il sait pas faire. En fait, c'est Chat GPT qui derrière va faire appel à une autre technologie pour extraire les informations d'un point de vue texte d'une image et qui va les passer en fait à GPT. Donc, il va rebalancer du texte. Donc, si tu décris les cases comme c'est fait, en fait, ton extraction de screenshot, elle va faire exactement la même chose. Ouais. Bon, allez, on va arrêtons la partie là pour pouvoir parler du dernier sujet. Mais en fait, il bouffe son pion avec son cavalier, ce qui te permet en fait derrière. Là, mon but c'était de le mettre en échec en B5 et ce qui permet un petit peu de l'embêter. Ah bah non, pas du tout parce qu'en fait il te le bouffe. Non bah c'était de la merde. Voilà, allez, on a perdu.
Ah, c'était le but en même temps. Oui, bien sûr. Bon, et ben en tout cas, impressionnant. Moi, toujours. Moi, encore une fois, hein, ce qui m'impressionne, c'est de voir que c'est pas des programmes qui sont conçus pour jouer aux échecs, mais bah, le fait est qu'ils y arrivent pas trop mal, quoi. Alors forcément moins bien que les programmes qui sont conçus exprès pour ça, mais mieux qu'un programme qui ferait, enfin, pour un programme généraliste, c'est assez ouf en fait. Bref. Dernier sujet. Dernier sujet, on va vous parler du L402 sur Bitcoin. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est le retour des ordinals, le retour des inscriptions, Cyril? Quelle est cette nouvelle malédiction qui débarque sur Bitcoin? Bam. Alors, en vrai, ça débarque et en même temps, ça fait un petit peu de temps que ça existe. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Je vais vous partager une fenêtre qui est est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Parfait. L'idée de L402, bon, déjà, je le mets en grand. Hop. Donc là, ici, je suis sur la doc de Lightning. Donc la doc de Lightning, c'est la doc de la couche de paiement, et notamment de micro-paiement de Bitcoin. Alors, juste, je vais être obligé de faire des rappels sur Lightning juste après. Mais l'idée de L402, c'est de pouvoir faire du paiement qui est validé, certifié, et ce, de manière très smart d'un point de vue Internet et requête HTTP. Donc notamment, pourrait être très pratique d'utiliser L402 dans le cadre, par exemple, d'un site e-commerce. C'est en tout cas l'idée qu'on peut en avoir. Alors, je suis obligé de revenir un petit peu sur Bitcoin et Lightning, et c'est la première fois du coup qu'on va parler de Lightning dans cette émission, donc ça me fait un peu plaisir aussi de pouvoir parler d'évolution technologique sur Bitcoin. Alors, on a parlé avec les ordinals, mais les ordinals, en vrai, c'était juste de l'écriture sur quelque chose d'existant. Là, ici, c'est vraiment une couche supplémentaire qui a été rajoutée à Bitcoin, et qui est top parce qu'elle amène vraiment une vraie valeur ajoutée à Bitcoin. On connaît Bitcoin comme étant système de stockage de valeur, et on a toujours dit c'est électronique, cash system, peer-to-peer, c'est ça ce qui est décrit dans le white paper. Sauf que la réalité, c'est que le côté cash, on le retrouve pas trop parce qu'il y a quand même des frais, il y a quand même un côté pas très pratique à l'utiliser. Par contre, on aimerait bien quand même que ça le soit, parce que c'était ça la volonté initiale de Bitcoin. C'était pas d'être refuge de valeur, c'était d'être un electronic cash system. Donc du coup, ils ont, les développeurs core de Bitcoin, imaginé un système qui s'appelle Lightning. Lightning, c'est un système qui permet de relier ensemble deux personnes au sein de ce qu'on va appeler des payment channels. Donc ces payment channels, ce sont des liens qui sont faits entre deux personnes. On appelle ça des multi-signature contracts entre deux personnes. Et donc comment ça se passe? Tout simplement, on va dire, ok, je m'appelle Alice, je suis avec Bob. Alice et Bob, on va ouvrir ensemble un système de paiement entre nous. On va décider en amont de combien on va mettre d'argent sur ce système de paiement. Par exemple, je vais mettre 1 Bitcoin, Bob il va mettre 2 Bitcoins, admettons. Et donc, du coup, on ouvre ce système de paiement. À l'intérieur, il y a une capacité totale donc, de 3 bitcoins, 1 plus 2. Et une fois qu'on a envie de faire nos paiements, on va pouvoir échanger des bitcoins à l'intérieur. Donc, du coup, par exemple, je sais pas, à la fin, moi, j'aurais envoyé 1 bitcoin à... Bob aurait envoyé 1 bitcoin à Alice, et donc, du coup, on va changer. Je dois avoir 2, il doit avoir 1. Donc, on fait ça, on ouvre notre système de paiement. Et à la fin, quand on a envie de dire « Ok, c'est bon, je veux les retrouver sur le réseau Bitcoin pour pouvoir les échanger avec quelqu'un d'autre ou quoi », hop, je ferme le système de paiement et on valide ensemble la fermeture du système de paiement. Et donc, du coup, sur la blockchain, on va dire « On a ouvert à un moment un système de paiement, on a fermé le système de paiement et voici le nouveau state. » Tout ce qui se passe entre les deux, en fait, ça se passe off-chain. Ce qui veut dire un truc intéressant, c'est qu'on va pouvoir enchaîner les paiements off-chain. Et donc ne pas avoir à payer en permanence des frais de transaction dès qu'il y a le moindre paiement. Donc on peut s'imaginer par exemple, je sais pas, un système de paiement entre deux amis. Je vais mettre de l'argent sur la table, il va mettre aussi de l'argent sur la table. À chaque fois qu'on va sortir boire un verre ou aller faire une exposition, hop, on va pouvoir s'échanger de la valeur comme ça. Donc c'est plutôt une très bonne chose parce que ça évite d'avoir des frais en permanence qui vont nous faire dépenser toute notre valeur. Je vais juste devoir recharger mon ordinateur, donc je vais me déplacer.
Mais en gros, voilà l'idée derrière Lightning, et c'est en ça que c'est vraiment un vrai système de paiement, parce que cette fois-ci, on a enfin un moyen d'échanger de la valeur sans avoir besoin de payer des frais et sans avoir un système extrêmement complexe. Alors, du coup, il faut aussi réfléchir à un système qui est, on en parlait juste avant en off, un système qui permet de généraliser un petit peu ces systèmes de paiement. Et donc, du coup, on voit apparaître des fournisseurs de liquidités. Les fournisseurs de liquidités, c'est notamment ce qui va permettre d'avoir notamment ce qu'on appelle du pathfinding, et on va devoir trouver des routes dans le Lightning Network. Et donc ça, ce truc-là, c'est par exemple, j'ai envie de payer chez McDo. On utilisait cet exemple juste avant. Toi, tu tiens à ton exemple de McDo. J'ai envie de payer mon burger chez McDonald's en Bitcoin. Admettons, McDo, évidemment, accepte le Bitcoin. En fait, on va pouvoir très bien avoir un système avec un entre-deux. Donc, j'ouvre un canal de paiement avec, en gros, une banque. Et cette banque, moi, je vais lui donner de l'argent. Et cette banque m'assure de donner de l'argent derrière à McDo, en fonction, évidemment, des achats que je fais chez McDo. Donc, on se retrouve de nouveau avec un système un peu de tiers de confiance. Forcément, c'est off-chain tout ce qui se passe. Mais par contre, ça permet d'avoir ce qu'on appelle des fournisseurs de liquidité. À chaque fois que j'ai un besoin de paiement, en fait, je passe par ce fournisseur de liquidité plutôt que par la personne à payer directement. Et alors, pour bien préciser, vous ne confiez pas vos bitcoins à cet intermédiaire. Hein. Vous confiez pas vos bitcoins à ce fournisseur de paiement. Ce que vous faites, c'est que vous ouvrez un canal à ce fournisseur de liquidité et à l'instant où vous signez, vous achetez votre burger, les sous, les bitcoins passent dans le canal de paiement entre vous et votre fournisseur de liquidité, puis entre le fournisseur de liquidité et le fournisseur de service final, donc par exemple McDo dans cet exemple. Donc ça se fait au moment où vous faites la transaction. À aucun moment vous ne confiez vos fonds à un tiers dans cette histoire. Tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du multipass payment entre deux personnes, et donc c'est quelque chose qui est évidemment normé. Ça reste un tiers de confiance, mais c'est normé. Je parle de tiers de confiance parce qu'il y a moyen d'un petit peu casser tout ça, mais peu importe. Évidemment, c'est un système qui est sécurisé d'un point de vue cryptographique, dans le sens où, par exemple, on va ouvrir un canal de paiement. Si on est deux personnes à avoir décidé d'un nouveau state et que, en fait, j'en sais rien, par exemple, j'ai envie de truquer le truc, en fait, j'ai pas d'incentive, de truquer l'échange, je n'ai pas d'incentive à le faire parce que, et même au contraire, j'ai une désincentive à le faire parce que je peux faire un recours, j'ai en gros 2 semaines pour pouvoir faire un recours électronique, hein, encore une fois, et cryptographique. Donc voilà, c'est un système de paiement qui est très sécurisé et qui permet notamment en fait, l'échange régulier de valeur contre justement des transactions sans frais. C'est quand même une vraie évolution en fait de la blockchain, une telle évolution qui n'est pas possible en fait dans les blockchains où on fait tout off-chain. Jusqu'au moment où à la fin, si on a envie, on settle le payment et on va off-chain. Et donc à la fin, voilà, je vous fais pas la doc entière de Lightning, mais en gros c'est un peu ça. Pour ceux qui ont envie de voir des trucs quand même assez intéressants, l'article Life Cycle of a Payment Channel sur la doc officielle est très intéressant, notamment sur comment on fait pour fermer un channel. Est-ce qu'on coopère, est-ce qu'on coopère pas, machin. Enfin, à chaque fois, il y a plein de cas qui sont pensés parce que la cryptographie, c'est s'assurer que tout est sécurisé. Et donc, à la fin, on a donc l'idée de L402. L402, qu'est-ce qui se passe avec L402 ? En fait, les systèmes de paiement sur Lightning se passent à base de factures. C'est littéralement le terme qui est utilisé en anglais, c'est les invoices. Et en fait, quand, par exemple, moi, je demande à être payé, je vais créer une facture. Donc, je vais créer une facture. Voilà, je m'appelle Bob. Je veux de l'argent de Alice, de tant de Bitcoin ou tant de Satoshi. Et du coup, j'attends ce retour. Une fois que ce retour a été fait, en fait, je vais pouvoir comparer la facture avec la transaction qui a été constituée de paiement de cette facture. Et donc, si je regarde les deux, si je regarde la facture et la transaction elle-même, et que je vois qu'en fait la transaction correspond bien à la facture, dans ce cas-là, on me dit c'est bon, c'est un succès, il y a bien eu le paiement. Et donc ce truc-là est généralisable dans à peu près n'importe quel système qui a accès à Internet, et notamment par les ports HTTP, donc les ports du web traditionnel. Et si on est en capacité, allez hop, je reprends un peu ce truc-là, le macaron, c'est pas moi qui utilise ces termes, hein, vraiment, macaron, c'est juste en référence à Cookie. C'est l'idée d'avoir donc un système d'authentification et notamment d'authentification de transactions. Ce truc-là, combiné à un système donc de requêtes HTTP
on appelle donc des Lightning API Keys entre justement notre transaction certifiée et la facture de départ. Si on est capable de faire correspondre les deux, dans ce cas-là, L402 vous dit « c'est bon, ce paiement a bien été réalisé ». Et c'est une vérification cryptographique. Hein. Encore une fois, ce qu'on entend par validation, c'est une validation cryptographique. Et cette validation cryptographique, elle permet, par exemple, de s'assurer qu'en un instant, telle personne a ouvert dans son canal de paiement une transaction, qu'il a fait, qu'il a réalisé, il a bien payé la facture qu'il devait, et finalement, le paiement a bien été fait. Donc finalement, si on réfléchit 2 secondes à ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a imaginé un système avec Bitcoin qui ne permet pas uniquement de faire de la transaction, mais de faire de la transaction et de vérifier la transaction, non pas uniquement que sur la blockchain, mais en plus de ça, off-chain. Parce que n'oubliez pas, Lightning se passe off-chain. Et tout ce qui se passe off-chain, en général, c'est compliqué parce que vérifier de l'off-chain, c'est vérifier par exemple le système bancaire. Vous voyez bien, on n'est pas serein parce qu'on n'a pas de preuves. On a juste la banque qui nous indique si quelque chose a été payé ou pas. Là, ici, on est capable de créer de la preuve de quelque chose qui se passe off-chain. Et cet élément-là, qui est très fort, permet de rendre Lightning vraiment disponible pour notamment du micro-paiement et par exemple du e-commerce. Parce que directement sur Internet, on va être capable de dire c'est bon, j'ai bien payé ce truc-là. Puisque j'ai payé ce truc-là, donne-moi mon service que j'ai payé et pour lequel j'ai une facture. Donc voilà un petit peu l'idée de L402. Et on voulait en parler un petit peu ici parce que ça commence à se démocratiser un petit peu. Notamment, on a des services comme Aperture qui commencent à mettre ça en place. On est obligé de passer avec Aperture par leur proxy qui permet notamment d'avoir en permanence des vérifications directes qui sont faites. Je voulais un petit peu en parler. Pour les développeurs, il y a pas mal de walkthroughs qui existent. Et encore une fois, c'est des trucs qui datent d'il n'y a pas très longtemps et sur lesquels il n'y a quasiment aucune vue, parce que personne... c'est encore un truc qui est peu utilisé dans le monde de Bitcoin. Mais on voulait un petit peu en parler parce que ça commence vraiment à se faire de plus en plus. Il y a des playgrounds qui existent pour pouvoir justement faire de la vérification et avoir tous les snippets qui peuvent exister. Et je voulais juste vous montrer un truc. Voilà, donc ça, c'est la création de cette vidéo-là, de Just Roughing de Base58. Et c'est une création assez rapide d'un petit serveur Flask. Donc Flask, c'est un petit outil en Python pour pouvoir faire notamment du web. Et là, en quelques fonctions, donc c'est pas énorme, ils ont créé l'ensemble des éléments de vérification qui permettent notamment de vérifier qu'une personne a payé. Et donc là, ils l'ont imaginé, j'ai pas regardé la vidéo en entier parce que bon, j'ai pas que ça à faire, mais il n'empêche que dans la vidéo, ils expliquent un petit peu le contexte dans lequel ils se placent, qui est un contexte de paiement, notamment par exemple de vidéo à la demande, du pay-per-view. Donc c'est du paiement de vidéo à la demande dans lequel juste je demande une vidéo, ça me coûte 5 €, donc 0, quelque chose Bitcoin. Et je fais mon paiement directement vers le fournisseur de liquidité. Et derrière, c'est bon. J'ai payé, le système de paiement reconnaît mon paiement et me donne accès à mes vidéos. Et sans avoir à attendre, par exemple, les 10 minutes de chaque bloc, sans avoir besoin d'attendre une settlement sur la chaîne, sans avoir besoin de payer de frais de transaction, juste parce qu'on a ouvert entre moi et l'autre personne, et moi et le système de paiement, un canal à un moment donné. Donc voilà. L402, c'est vraiment une grosse évolution en fait dans le réseau Bitcoin. C'est une révolution dans laquelle peu de personnes en fait parlent, mais en fait qui est peut-être le futur du e-commerce aujourd'hui sur Internet. Ouais. Donc voilà. Moi, il y a un autre truc assez profond que ça peut modifier sur Internet, c'est le spam et les bots. Michael Saylor, il en parle pas mal sur le fait que la raison pour laquelle sur Internet il y a autant de spam, de bots, il y a par exemple, si vous allez sur YouTube, il y a quasiment en permanence un live de Michael Saylor qui explique qu'il donne des bitcoins à qui en veut, pour peu que vous lui envoyiez d'abord quelques bitcoins pour débloquer le paiement, quoi, globalement. Donc il y a tout le temps des scams sur ce genre de truc, et la raison pour laquelle il y a autant de scams, c'est qu'en fait, le coût de paramétrer un bot, le coût de paramétrer un scam, c'est zéro en fait. Et on pourrait avoir un Internet. Et dans le monde réel,
quand on y réfléchit, on se dit mais pourquoi il n'y a pas autant de choses comme ça dans le monde réel? Parce que dans le monde réel, ça a un coût en fait. Si tu vas dans une boutique et que tu essaies de dérober la boutique, si tu vas voir les gens et que tu leur envoies plein de messages qui ne les intéressent pas, en fait, ça a un coût. Et tu ne peux pas le faire parce que le monde physique, il y a de la friction. Alors que sur Internet, le coût, c'est le coût des électrons qu'il faut envoyer, quoi. Donc, ça ne veut dire pas grand-chose. Et l'idée, ce serait que pour tout un tas d'actions, on pourrait rajouter un peu de friction, pas beaucoup. Il suffirait de quelques satoshi, quoi. Et par exemple, tu arrives sur un réseau social, tu déposes quelques satoshi pour prouver pour dire je suis un humain légitime, j'ai la capacité de dépenser des satoshi, et si ensuite tu te comportes pas comme il faudrait, si en fait tu es un bot concrètement, hein, ou si tu es un spam, ou si tu es une arnaque, le réseau social te fait une tape sur les doigts, garde tes satoshi, et tu retournes d'où tu viens. Donc ça, plutôt que d'avoir des systèmes avec des captcha ou des systèmes propriétaires de vérification de l'humanité et tout ça, je trouve que ce serait incroyable en fait de pouvoir utiliser ce type de système de paiement qui est permis par L402 et plus globalement du coup par Bitcoin pour créer un peu de friction sur Internet, ce qui permettrait de réduire considérablement les bots, les attaques, c'est un truc de ouf en fait. Tous les sites Internet qui sont attaqués. Pardon ? Est-ce que ça enlèverait de la haine d'Internet? Est-ce que les gens insulteraient toujours s'il fallait payer un Satoshi? Ouais. On reste des êtres humains, malheureusement. Je sais pas, il faut pas que ça vienne restreindre la liberté d'expression. C'est un sujet, tu vois, il faut pas que. Mais virer des bots, je pense que tout le monde sera content qu'on ait viré des bots, quoi. Ouais. Quand on avait le site d'Alira sur WordPress, aujourd'hui on est passé sur Webflow, donc sur WordPress, c'était notre propre serveur, c'était hébergé chez nous. Tous les jours, on avait des centaines d'attaques sur le site, tous les jours. Avec des bots qui essayaient de brute forcer mon mot de passe tous les jours. J'avais des notifs tous les jours. Je finis par les désactiver et par mettre des systèmes de défense suffisants. Mais tout Internet se fait attaquer non-stop, quoi. Et en fait, si tu pourrais avoir un système où en fait, quand tu te connectes sur le site, ton navigateur envoie 3 satoshi au site pour dire en fait non, je suis un humain, t'inquiète pas. Le site, à la fin de la visite où on a constaté qu'effectivement c'était un humain, tu lui rends ces 3 satoshi et la personne repart, tout le monde est content. Enfin, ça créerait, je pense, un monde numérique meilleur. Ouais. Tout à fait. Faut faire gaffe, en effet, comme tu disais, par contre, avec la liberté d'expression et le fait de ne pas donner uniquement aux riches la capacité de s'exprimer sur Internet. Non, bien sûr. Mais... de satoshi, tout le monde a 2 satoshi. Hein. Enfin, pas tout le monde, mais tout le monde peut avoir 2 satoshi. Je sais pas la valeur de satoshi là tout de suite. Je sais pas. J'ai la flemme de calculer. C'est pas... c'est énorme. En gros, 60 000 divisé par 100 millions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, ça c'est 6 centièmes de centime. Je crois que ça va aller. On devrait passer. Mais voilà, bref, du coup, L402, une belle évolution. Trop cool. Merci pour le petit date. On arrive déjà à 13h30. Putain, ça a été vite en fait. On avait plein de sujets là pour ces chroniques. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été nos chroniqueurs invétérés pour cette nouvelle épisode. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis également pour ce live, les fidèles et puis les nouveaux. On reconnaît les fidèles, hein, PQ, Vortas, Jean-Charles. Meilleur pseudo. Merci à tous d'être là. Si vous voulez rejoindre, pour les nouveaux, vous voulez rejoindre la prochaine promotion qui s'appelle Turing, on commencera lundi. Donc, c'est vraiment le dernier moment pour rejoindre la formation. Allez voir sur alira.fr, prenez rendez-vous avec les conseillers formation. Ils sont géniaux et ils vous accompagneront pour monter vos dossiers et obtenir des formations financées par le CPF. Que demander mieux. Si vous voulez rejoindre l'IA, il vous reste 3 semaines, mais c'est guère plus. Donc, c'est pareil, n'attendez pas trop pour rejoindre les programmes en IA et avoir Michael comme prof. Et vu les notes qu'il a obtenues lors de sa dernière promo IA, croyez-moi, c'est un sacré privilège. J'étais presque gêné, d'ailleurs. Après, est-ce qu'ils ont eu le choix? Ça, c'est notre question. Je sais pas combien de bitcoins ont été versés aux apprenants qui te mettent tous 10, sauf un qui t'a mis 9. J'ai les noms. Donc voilà, donc ça, ce sera dans 3 semaines. Tout est sur alira.fr de toute manière. Merci à tous à nouveau de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.
Bon appétit à ceux qui n'ont pas déjà mangé et à très bientôt. Salut tout le monde. Merci, Ciao, ciao. ciao.